Hello everybody. Bonjour à tous. Alors, deux néoconservateurs de la nouvelle génération viennent de publier un article dans le magazine de politique, autrefois réputé, mais maintenant complètement décrépit, Foreign Affairs. Je dois partager cela avec vous, car cela exemplifie pourquoi nous ne pouvons pas attendre des États-Unis qu'ils deviennent moins agressifs dans un avenir proche, même s'il y a un changement d'administration en novembre. La mentalité de ces personnes est absolument belliqueuse. Ils font partie d'un réseau de néoconservateurs dans ou près des leviers de pouvoir et font également partie du complexe militaro-industriel de réflexion ou, vous savez, Washington permanent. Je parle de cet article ici, intitulé « Aucun substitut à la victoire. La compétition de l'Amérique avec la Chine doit être gagnée, pas gérée. » Il s'agit tout de gagner, de qui devient le grand chef et de qui finit perdant, n'est-ce pas? Il s'agit de savoir qui sera vaincu. Il considère la guerre froide comme une compétition qui a été gagnée par les États-Unis et perdue par l'Union soviétique. Et il croit que c'est ainsi que les choses doivent être, et cet état d'esprit continue. Alors, qui sont ces personnes qui ont écrit cela? C'est pourquoi c'est important. Matt Pottinger et Mike Gallagher. Si ces noms ne vous disent rien, je vous pardonne. Moi non plus, je ne les connaissais pas, mais il s'avère qu'ils sont en fait assez importants. Matthew Pottinger est cet homme, ici, né en 1973, et il a été le principal conseiller adjoint à la sécurité nationale des États-Unis. Maintenant, qui est-ce? C'est la personne qui sert directement sous le conseiller à la sécurité nationale. Il a conseillé le président des États-Unis de 2019 à 2021 sous Donald Trump, ce qui est notable car son mandat a duré environ 2 à presque 3 ans. Cette durée est significative étant donné le taux de rotation élevé dans l'administration Trump. Actuellement, il est Distinguished Visiting Fellow à l'institution Hoover et président du programme Chine à la Fondation pour la défense des démocraties. Dans ces rôles, il reçoit probablement un salaire substantiel et participe à diverses présentations et activités. Ne vous y trompez pas, il est bien trop jeune pour envisager une retraite de sitôt. Il est bien positionné, et si Donald Trump devait revenir, il est plausible qu'il puisse devenir le prochain Jake Sullivan, l'actuel conseiller à la sécurité nationale. C'est définitivement quelqu'un à surveiller. L'autre auteur, Mike Gallagher, occupe actuellement un poste à la Chambre des représentants. Cependant, il a démissionné et ne terminera pas les 8 ou 9 mois restants de son mandat car il a accepté un poste chez la société d'analyse de données Palantir. Cette entreprise, telle que mentionnée par ce journal, est notamment un contractant pour l'armée des États-Unis. Alors, récemment, Palantir a remporté un contrat de 178 millions de dollars pour construire des stations terrestres de renseignement de nouvelle génération pour l'armée. Actuellement, Palantir est sous obligation envers le département de la Défense de livrer des contrats d'une valeur de 276 millions de dollars, un quart de milliard de dollars. Ces fonds sont utilisés par l'entreprise pour développer quelque chose d'important. M. Gallagher, le représentant, rejoint Palantir au lieu de terminer son mandat. Ayant terminé ses fonctions officielles, il semble avoir décidé de porter un dernier coup à la Chine en écrivant « Pourquoi l'administration Biden a été perçue comme faible et comment les États-Unis doivent adopter une position beaucoup plus ferme vis-à-vis de la Chine. » Alors discutons-en, car la vision de ces individus, qui ne sont actuellement plus à leur poste précédent, mais pourraient y revenir ou influencer leurs institutions pour mettre en œuvre ces politiques, est significative. Ils soutiennent que malgré les échecs de l'administration Biden en Afghanistan, en Ukraine et au Moyen-Orient, sa politique vis-à-vis de la Chine a été relativement réussie. Ils mettent en avant l'Afghanistan, l'Ukraine et le Moyen-Orient comme exemple d'échecs de dissuasion.
Cela soulève la question de savoir comment l'Afghanistan peut être considéré comme un échec de dissuasion. Les efforts ont-ils échoué à empêcher les talibans de prendre le pouvoir ou à assurer la stabilité du gouvernement afghan qui avait été établi? Comment cela constitue-t-il un échec de la dissuasion? Mais enfin, cela reflète leur état d'esprit. Les États-Unis ne tentent jamais de dépeindre leurs actions comme agressives. Il s'agit tout de dissuasion, de défendre ce qu'ils possèdent. Inclure le Moyen-Orient dans cette discussion est intéressant, surtout la représentation du conflit entre le Hamas et Israël comme un échec de la dissuasion américaine. Cela suggère qu'ils croient que les États-Unis devraient contrôler le monde entier. Partout où les États-Unis ont des postes militaires et des intérêts, ils pensent que la dissuasion ou la puissance militaire est nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Et si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, ou si quelque chose d'autre se produit, alors c'est considéré comme un échec de la dissuasion. C'est l'état d'esprit dans lequel ils opèrent. L'article décrit l'administration Biden comme étant quelque peu ferme vis-à-vis de la Chine. Cependant, la principale critique est que Biden vise à gérer la concurrence, comme il l'a lui-même déclaré. Ce que ces individus veulent, c'est un engagement à s'engager dans une guerre froide et à la mener jusqu'au bout. Ils croient que les États-Unis ne devraient pas juste gérer la concurrence avec la Chine, ils devraient viser à la gagner. Selon eux, Pékin poursuit une série d'initiatives mondiales conçues pour affaiblir l'Occident et établir un ordre antidémocratique. Malgré les déclarations répétées de la Chine, affirmant qu'elle ne s'immisce pas dans les affaires internes d'autres pays, prétendant éviter de telles actions, elle maintient qu'elle n'a aucun problème avec les pays démocratiques voisins, comme la Mongolie, ou pour engager des relations avec des démocraties telles que le Japon. Ils interagissent fréquemment avec ces nations. Cependant, certains soutiennent que la Chine a l'intention de saper les démocraties dans le monde entier. Cela contraste avec la suggestion de l'article, selon laquelle l'objectif pour certains est de changer le régime chinois. L'article nous incite à réfléchir à ce que la victoire pourrait impliquer. What would winning look like, says the article? China's communist rulers would give up. Les dirigeants communistes chinois cesseraient de tenter de prévaloir dans un conflit chaud ou froid avec les États-Unis et leurs alliés. Cela signifie que les Chinois ne concurrenceraient plus les États-Unis. Cependant, cela ne représente qu'une partie de ce que l'article suggère qu'ils devraient viser. L'autre partie est que le peuple chinois, des élites dirigeantes aux citoyens ordinaires, serait inspiré à explorer de nouveaux modèles de développement et de gouvernance. Ces modèles ne reposeraient pas sur la répression à l'intérieur du pays ou l'hostilité agressive à l'international. Essentiellement, cela implique un changement de régime pour quelque chose d'autre que le Parti communiste chinois, PCC. Il est à noter que Mike Gallagher, mentionné ici, était le président de la commission de la Chambre sur le Parti communiste chinois. Je n'étais pas conscient que la Chambre des représentants avait une commission spécifiquement axée sur le Parti communiste chinois. Imaginez juste un instant ce qui se passerait si la Chine ou le PCC avait une commission parlementaire axée sur les partis démocrates et républicains aux États-Unis. Et imaginez si la Chine ou le PCC déclaraient officiellement que leur objectif était de s'assurer que ces deux partis se désintègrent et qu'un troisième parti arrive au pouvoir. Imaginez s'ils disaient réellement quelque chose comme ça, même juste dans des publications par des semi-officiels. Les États-Unis sont vraiment le seul pays qui appelle si ouvertement à des changements dans les systèmes politiques d'autres États. Pendant ce temps, l'article critique Washington pour être trop faible. Il mentionne également qu'aucun pays ne devrait se réjouir à l'idée de mener une autre guerre froide. Pourtant, il souligne qu'une guerre froide est déjà menée contre les États-Unis par les dirigeants de la Chine.
Alors, ces personnes présentent les choses comme si la guerre, une guerre froide, ou la compétition n'est pas ce que nous voulons. Nous ne voulons pas de cela. Cela nous est imposé. Par conséquent, nous devons répondre avec réticence, et nous devons répondre avec force. Malheureusement, c'est toujours le même cadre. Nous n'avons pas choisi ce combat, mais nous allons y mettre fin. Cette rhétorique est utilisée pour vendre n'importe quel type de guerre, chaude ou froide, aux gens ordinaires sur le terrain. Cependant, l'article souligne que l'agression viendrait de la direction opposée en Europe. Moins de 3 semaines avant d'envahir l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine avait signé un pacte de sécurité sans limite avec Xi à Pékin. Ce récit est celui auquel les néoconservateurs reviennent sans cesse. Il souligne le fait que 3 semaines avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, il y a eu une rencontre entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Lors de cette rencontre, ils semblaient apprécier la compagnie de l'autre, se serrant la main et exprimant des intentions pour une relation forte. Ce moment est fréquemment cité pour lier la Chine aux actions de la Russie en Ukraine, dans le but de créer la perception que ces deux puissances collaborent. Malgré cela, la Chine n'a envoyé aucune arme à la Russie et a tenté de maintenir une position neutre dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. La Chine a réussi à garder les lignes de communication ouvertes avec l'Ukraine et la Russie. L'article continue. Dans une démarche prudente après l'invasion, Biden a tracé une ligne rouge en avertissant Xi lors d'un appel vidéo que le gouvernement américain imposerait des sanctions globales si la Chine fournissait un soutien matériel à Moscou. Je dois commenter cela parce que cette phrase implique que c'était la menace de sanctions américaines qui a empêché la Chine d'envoyer des armes à la Russie, ce qui n'est tout simplement pas le cas. La Chine n'a aucun intérêt dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. La Chine n'en a vraiment aucun. La Chine est intéressée à maintenir de bonnes relations avec la Russie, comme avec l'Ukraine. Par conséquent, ils n'essayent d'aider aucun des deux camps dans ce conflit. Ce n'est pas la menace de sanctions américaines qui influence leurs actions. L'interprétation est soit un mensonge, soit une incompréhension totale des intérêts de la Chine en Eurasie. Malgré cela, la Chine a trouvé des moyens de soutenir la Russie en envoyant des semi-conducteurs, des drones non armés, de la poudre à canon et d'autres biens. Ce sont des articles que la Chine avait déjà échangés avec la Russie avant la guerre. Après le déclenchement de la guerre, lorsque l'Europe et l'Amérique ont imposé des sanctions à la Russie, celle-ci a cherché d'autres marchés pour ses biens et son pétrole. La Chine était prête à acheter ces produits parce qu'ils entretiennent une relation normale avec la Russie. Il ne s'agit pas de soutenir l'effort de guerre de la Russie, il s'agit de maintenir une relation normale avec la Russie. A normal relationship with the Russians, and this interpretation that anything and everything. Et cette interprétation selon laquelle tout arrive parce que les États-Unis le veulent ou non est extrêmement nombriliste. Mais c'est une caractéristique des néoconservateurs. L'article inclut ensuite une partie qui suggère que s'il y avait un moment pour dénoncer Pékin, pour avoir causé le chaos et pour commencer à imposer systématiquement des coups au pays, c'était début 2023. Cependant, Biden faisait le contraire. Cela essaie essentiellement de montrer que les États-Unis sont attaqués par la Chine parce que la Chine ne suit pas les directives des États-Unis. Par conséquent, l'argument avancé est qu'il faut appliquer plus de pression. C'est tout le fond de la situation, selon l'article. Il continue. En juin 2023, des fuites dans la presse ont révélé que Pékin prévoyait de construire une base d'entraînement militaire conjointe à Cuba et avait déjà développé une installation de renseignement d'origine électromagnétique ciblant les États-Unis, rappelant l'ère de la guerre froide. Les mêmes individus qui soutiennent que chaque pays est libre de choisir ses propres alliances militaires, y compris le droit de l'Ukraine à rejoindre l'OTAN, vont immédiatement soutenir
que la Chine et Cuba ne peuvent pas former une alliance militaire ou avoir des accords militaires. Ils affirment que cela représenterait une menace significative pour la sécurité nationale des EU. Ces individus croient que les règles qui s'appliquent aux États-Unis ne s'appliquent pas à tout le monde. L'ordre international fondé sur des règles est perçu par les néoconservateurs comme un système où les États-Unis établissent les règles pour tous les autres et exigent ensuite leur conformité. Cette mentalité était évidente dans la manière dont Xi Jinping percevait la position américaine comme faible, surtout après le massacre du Hamas en Israël le 7 octobre. Suite à l'attaque, Pékin a bombardé TikTok de propagande anti-israélienne et anti-américaine. Étant donné que les algorithmes de TikTok sont contrôlés par le Parti communiste chinois, cela constituait un mouvement stratégique. De plus, à l'instar de la Russie, les diplomates chinois ont rencontré les dirigeants du Hamas, leur offrant un soutien diplomatique. Ils ont même opposé leur veto aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui cherchaient à condamner les actions du Hamas. Toute personne qui a suivi le conflit en Israël au cours des 6 derniers mois sait que c'était les États-Unis qui ont opposé leur veto à presque toutes les résolutions du Conseil de sécurité visant à mettre fin au conflit. Ce que la Chine et la Russie ont fait, en fait, était d'exprimer le souhait que la guerre au Moyen-Orient se termine le plus tôt possible. Ils ont reconnu des problèmes des deux côtés et se sont engagés dans des discussions avec les deux pour essayer de mettre fin à la guerre. Ces actions sont interprétées par les néoconservateurs comme un grave danger, exacerbant la situation au Moyen-Orient. C'est malgré le fait que c'était la Chine qui a négocié une entente entre l'Iran et l'Arabie saoudite avant le déclenchement de la guerre. L'accent mis sur la politique étrangère chinoise, plutôt que sur les efforts des États-Unis pour apporter la paix dans la région, souligne un point significatif. De plus, il y a une obsession notable avec TikTok. Cette plateforme devient fréquemment un sujet de discussion. Mike Gallagher, en particulier, a été vocal sur la poussée pour une interdiction de TikTok. Malgré le fait que TikTok soit une entreprise américaine, dirigée par un PDG singapourien, elle est perçue comme une menace. Cela découle d'une préoccupation plus large concernant tout ce qui est lié à la Chine. L'objectif est de rompre tous les liens et connexions, plaidant pour un découplage avec la Chine aussi important que possible. L'article continue en affirmant que Washington doit adopter aujourd'hui une attitude similaire et s'efforcer de diffuser des informations véridiques au sein même de la Chine. Il devrait également rendre possible pour les citoyens chinois de communiquer en toute sécurité les uns avec les autres. Les mêmes personnes qui insistent sur le fait que la Chine ne doit avoir aucune influence sur notre espace d'information sont celles qui disent que nous devons obtenir une forme de levier sur l'espace d'information en Chine. Leur but est de propagander la population pour l'encourager à se soulever et à renverser le gouvernement. C'est pourquoi ils ont, bien sûr, peur de TikTok et de tout moyen par lequel la Chine pourrait interagir avec la population américaine. Ils sont convaincus et sur self. Because they know that's what they're trying to do. They're trying to undermine the Chinese government. Ils tentent de saper le gouvernement chinois en interagissant avec la population chinoise sur Internet. Ils ont très peur que la Chine puisse tenter quelque chose de similaire. Cette peur motive les efforts pour contrôler Internet et le flux d'informations, en s'assurant que seuls les messages approuvés par Washington, Londres, Paris, etc., atteignent le public. L'objectif est d'empêcher une diversité de voix, en particulier l'information russe, d'atteindre à grande échelle les populations européennes ou américaines. Alors qu'ils plaident pour plus de liberté d'information en Chine et en Russie, ils appellent simultanément à moins de liberté d'information dans leur propre pays. L'état d'esprit des gens se reflète dans la suite de l'article.
qui indiquent que Pékin est engagé dans une guerre d'information acharnée contre les États-Unis. Malgré ses avantages naturels, les États-Unis sont en train de perdre cette guerre. Xi Jinping et son cercle rapproché considèrent cela comme une bataille idéologique existentielle contre l'Occident. Fait intéressant, ce sont les néoconservateurs qui sont activement engagés dans cette guerre idéologique. Sous le prétexte de répandre la démocratie, ils sont prêts à risquer une troisième guerre mondiale. Ils projettent sur leurs adversaires les mêmes actions qu'ils entreprennent. Cette ironie est absolument fascinante. Cela soulève la question de savoir s'ils reconnaissent les contradictions dans leurs actions ou s'ils choisissent simplement de les ignorer. Et ensuite, la dernière section suggère qu'une meilleure politique pour les États-Unis à l'heure actuelle serait celle qui renforce l'armée des États-Unis, réduit le levier économique de la Chine et recrute une coalition plus large pour affronter la Chine. C'est l'approche néoconservatrice. Leur stratégie est de construire autant d'alliances que possible et ensuite de pousser les partenaires de l'alliance au premier plan du conflit. C'est pourquoi des Ukrainiens meurent en Europe au lieu de troupes américaines ou de l'OTAN. C'est une conséquence de l'alliance avec les États-Unis. L'idée est d'allouer plus de fonds à l'armée, parce qu'en fin de compte, cela s'aligne sur leur vision du monde. Et il est important de se rappeler, si vous soutenez cette approche, vous pourriez être embauché par les organisations qui reçoivent ensuite ce financement. C'est un processus circulaire où l'argent va à ceux qui le dépensent, puis à ceux qui font des dons aux politiciens, leur permettant de se présenter au Congrès, et ainsi de suite, créant un cycle où plus d'argent est donné. C'est essentiellement un grand schéma de grift. L'article mentionne également que le fonds de dissuasion devrait mener un effort générationnel, dirigé par le président, pour restaurer la primauté des États-Unis en Asie. Cela signifie qu'il plaide pour plus de dépenses militaires. L'accent devrait être mis sur la maximisation des lignes de production actuelles et l'expansion de la capacité de production pour les munitions critiques en Asie. Cela se traduit par plus de guerres, plus d'armes et plus d'argent pour ceux qui travaillent avec les entreprises bénéficiant de ces dépenses. Et ils appellent cela un fonds de dissuasion, ce qui est tout simplement ridicule. Pour que les forces américaines puissent réellement dissuader la Chine, elles doivent être capables de se déplacer à portée de frappe. Maintenant, voici un point vraiment intéressant. Écoutez cela. La menace que les vastes arsenaux de missiles de la Chine posent aux bases américaines signifie que le département d'État devra étendre les accords d'hébergement et d'accès avec les alliés et partenaires. Cette expansion vise à étendre l'empreinte militaire des États-Unis dans la région. Cela est dû à la menace que représentent les vastes arsenaux de missiles de la Chine, qui sont situés sur le continent chinois, étant donné que la Chine ne possède pas d'arsenaux de missiles en dehors de ses frontières, posant un risque significatif pour les bases américaines. Parce que ces bases constituent une menace pour les intérêts américains autour de la Chine, particulièrement dans le Pacifique, la solution proposée est de créer davantage de bases plus proches de la Chine. Cela, à son tour, nécessite une protection supplémentaire contre la Chine continentale, conduisant à une augmentation du nombre de bases. Cette logique circulaire et cette logique d'agression sont stupéfiantes. Au lieu de retirer les bases américaines ou de s'assurer qu'elles ne constituent pas une menace pour la Chine, l'approche consiste à escalader la menace envers la Chine continentale. Le but, simplement poser une menace. Cela incarne la logique du militarisme, une forme de militarisme opportuniste, qui est à la fois stupéfiante et profondément problématique. Il faudrait un changement complet de mentalité aux États-Unis pour prôner le retrait. La raison pour laquelle les bases militaires suisses dans la région Asie-Pacifique ne sont pas menacées par la Chine est que les Suisses n'ont pas de base militaire dans le Pacifique. Par conséquent,
elles ne sont pas menacées. Ainsi, les Suisses sont bien meilleurs pour ne pas avoir leur base militaire menacée par la Chine que ne le sont les États-Unis. L'article continue en affirmant qu'au moment où la Chine renforce son autonomie économique et élimine progressivement les biens industriels importants de l'Occident, les États-Unis doivent recruter une coalition de partenaires amicaux pour approfondir le commerce mutuel. Cela parce que même ces personnes comprennent désormais que se désengager de la Chine va nuire aux économies locales. Et ils vivent encore dans un pays des merveilles, croyant qu'en augmentant légèrement le commerce avec le Japon, et peut-être un peu plus avec la France et le Royaume-Uni, cela compensera. Il va y avoir un réveil brutal ici. Enfin, l'article suggère que les responsables américains doivent encourager les Américains du quotidien à contribuer à l'effort. Il propose de mobiliser la société. En d'autres termes, de militariser la société, en s'assurant qu'il y ait plus d'individus prêts à servir comme soldats et ayant plus de jeunes prêts à sacrifier leur vie dans l'armée. C'est cet état d'esprit à la fin. Washington ne devrait pas sembler désirer l'état final qu'un nombre croissant de Chinois font, une Chine qui peut tracer son propre cours, libre de la dictature communiste. Encore une fois, l'objectif de ces personnes est le changement de régime. Ils critiquent un système qui a créé un état de surveillance omniprésent, des camps de travail forcés et le génocide de groupes minoritaires à l'intérieur de ses frontières. Ce système, arguent-ils, profane la philosophie et la religion chinoise. Je trouve fascinant qu'ils croient comprendre la philosophie et la religion chinoise mieux que les Chinois eux-mêmes. Un exemple classique du fardeau de l'homme blanc. Ils pensent qu'ils doivent éduquer ces gens sur leur propre culture. La discussion se conclut par une réflexion sur le passé. Si les années 1970 ont appris quelque chose à Washington, c'est que tenter de maintenir un équilibre de pouvoir stable et durable par la détente avec une dictature léniniste puissante et ambitieuse est susceptible de se retourner contre les États-Unis. La meilleure stratégie, qui a trouvé son expression ultime pendant les années Reagan, était de convaincre les Soviétiques qu'ils étaient sur une voie perdante. Cela, à son tour, a alimenté des doutes sur leur système entier. La victoire des États-Unis n'était pas uniquement l'accomplissement de Reagan, bien sûr. De nombreuses personnes ont joué un rôle selon ces deux individus. Ils croient que l'essence de la guerre froide était de gagner et que finalement, les stratégies de Reagan pouvaient surpasser l'Union soviétique. L'ambassadeur Jack Matlock, le dernier ambassadeur des États-Unis en Union soviétique, souligne constamment que la guerre froide ne s'est pas terminée avec l'effondrement de l'Union soviétique. Au lieu de cela, elle s'est terminée en 1989, lorsque tous les accords sur les armements ont été finalisés. Lorsqu'il a été convenu que la guerre froide avait pris fin, l'effondrement de l'Union soviétique n'était même pas dans l'intérêt de la direction politique des États-Unis à l'époque. C'est pourquoi, en 1991, vous aviez le président George Bush Sr. dans le bâtiment de la Verkhovna Rada en Ukraine, disant au Parlement ukrainien « S'il vous plaît, ne faites pas sécession de l'Union soviétique. Nous ne voulons pas que l'Union soviétique s'effondre, parce que qui sait ce qui va se passer? Ne vous engagez pas dans une guerre civile. Ce serait très dangereux à cause des armes nucléaires. » Cela n'était pas prévu. Cela n'était pas souhaité par la direction politique. Et la manière dont ces personnes réimaginent, repensent la fin de la guerre froide pour l'adapter à leur récit est censé informer le récit futur d'avoir un grand concours de puissance avec la Chine. C'est la partie effrayante. Ils ne comprennent pas totalement ou représentent totalement, de manière erronée, comment le dernier concours de ce type s'est terminé. Ce malentendu a conduit à la perte de la paix qui a commencé à émerger dans les années 1990. Nous avons perdu la paix en Europe, aux États-Unis, avec l'Union soviétique et avec la Russie, la gaspillant à travers 30 ans de mégalomanie
et de triomphalisme. Ce triomphalisme a tout détruit. Alors, elle dit que l'article est un agent de chaos, purement maléfique, n'est-ce pas? Et il représente l'impérialisme du PCC. Cependant, l'article ne plaide pas en faveur de l'impérialisme américain. En réalité, il vise à nous avertir de l'impérialisme du PCC, même si le PCC n'essaie pas activement de favoriser des régimes communistes à l'étranger. Vraiment pas. Although the CCP does not try to foster communist regimes abroad, it really doesn't, and it doesn't try to overthrow governments. Et cela ne tente pas de renverser des gouvernements à l'étranger. Le seul pays sur Terre qui essaie systématiquement de renverser d'autres gouvernements à l'heure actuelle est les États-Unis d'Amérique. C'est la triste vérité. Comme les dirigeants chinois aiment le dire, ils comprennent que le PCC n'a aucun désir de coexister indéfiniment avec de grandes puissances qui promeuvent des valeurs libérales, car cela représente une menace fondamentale pour son règne. C'est ainsi que les néoconservateurs tentent de dépeindre la Chine, bien que ce soit exactement le contraire. C'est le système américain qui n'a aucune intention de vivre avec la Chine, alors qu'en même temps, il est parfaitement heureux de vivre avec le régime communiste au Vietnam, n'est-ce pas? Tout récemment, il a amélioré les relations étrangères. Le Vietnam est également un pays communiste, mais il est désormais considéré comme un partenaire. Le problème, selon l'article, réside dans le régime de Pékin. L'article conclut en mettant en avant l'exemple de Taïwan, suggérant que la Chine pourrait passer à la démocratie. Bien que ce voyage puisse être long, il est considéré comme la seule option viable pour la sécurité des États-Unis, ainsi que pour les droits et les aspirations du peuple chinois. Il plaide pour un changement de régime, non seulement pour les États-Unis ou l'Occident, mais pour le peuple chinois lui-même. Cela contraste avec l'éclatement du régime communiste en Union soviétique, qui est noté avec sarcasme comme ayant conduit à une période positive en Russie pendant les années 1990. C'était absolument dévastateur pour les gens là-bas. Les néoconservateurs et les néolibéraux ont trahi la Russie et son économie. Ils se sont immensément enrichis et n'ont montré aucune préoccupation pour le peuple. Alors, s'il vous plaît, ne nous méprenons pas. Il ne s'agit pas d'aider le peuple chinois à acquérir une forme d'indépendance. C'est un exemple de la politique des grandes puissances, à son pire, caractérisée par une pensée à somme nulle et de la belligérance. Et les personnes qui préconisent ces politiques sont jeunes, dans la quarantaine et la cinquantaine, attendant avec impatience la prochaine administration, qu'elle soit démocrate ou républicaine. Malheureusement, les personnes qui pensent ainsi ne manquent pas. Je ne sais pas comment répondre à cela. J'espère juste qu'à un moment donné, des individus avec de meilleures idées et une compréhension plus profonde de l'histoire arriveront au pouvoir aux États-Unis. Peut-être qu'une figure comme Gorbatchev Oséus pourrait aider. Merci. Might help. Thank you.